Voilà, de retour sur le plateau de Dimanche Politique pour le duel. Vous avez pu suivre un gros plan que notre rédaction a réalisé à propos de cette séquence des inondations, cette séquence inédite des inondations qui a mis en difficulté quelques parties du territoire national. Et vous avez pu aussi vous rendre compte de la prompte réaction des différentes autorités en la matière des autorités locales ainsi que des autorités au plus haut niveau. Maintenant, nous allons revenir dans l'essence même de Dimanche Politique, essayer de confronter les idées autour d'une question qui fait débat ces derniers jours. Vous savez tous qu'ailleurs que chez nous, le corona, la Covid-19, on assiste à une sorte de résurgence de la Covid-19 avec différentes variantes. Beaucoup de pays ont mis en place, tendent vers la vaccination obligatoire. En France, par exemple, on parle de passe sanitaire. Nous allons nous demander aujourd'hui si on tend vers cette obligation-là également chez nous. Après, nous clôturerons par, selon le temps qui nous sera imparti, nous clôturerons par les démissions qui continuent et peut-être le changement avorté, on va dire, à la tête de l'UDBN, puisque maintenant c'est officiel. La présidente Madame de Chacus, qui a pris les rênes de ce parti il y a pratiquement un mois, a été déchargée de ses fonctions pour faute grave, pour paraphraser un peu le communiqué à la mentière. Le duel, c'est parti. Augustin Soyinou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour les téléspectateurs de télé. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau-là avec vous. Voilà. Moïse Alphonse Soudé, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de me faire l'honneur d'être votre invité souvent. Merci pour votre patience. Je rappelle que vous êtes souché à l'Union progressiste. Mais bon, le débat qu'on aura aujourd'hui va au-delà un peu des appartenances politiques. Maintenant, la vaccination, vous avez entendu le relevé du Conseil des ministres. On ne parle pas encore d'obligation à se vacciner. On déplore de fait les populations qui ne se pressent pas dans les centres pour aller se vacciner. Nous avons eu des chiffres aujourd'hui parce qu'on avait eu un cadre du ministère de la Santé sur nos plateaux. Et deux choses, l'État envisage, prend comme peut-être une conditionnalité peut-être dans quelques temps d'astreindre les manifestations, les grandes manifestations, les grands regroupements à la vaccination. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette question de la vaccination? La réticence à l'administration de la vaccination contre le Covid-19 s'observe un peu partout dans le monde entier. Et le Bénin fait partie aussi de ces nations où la population est réticente par rapport à la vaccination. Mais ceci étant, le gouvernement est dans le rôle de la sensibilisation pour expliquer à sa population la protection, tout ce qui est bien que la vaccination peut apporter à la population en vue de se prémunir et d'avoir l'immunité contre cette pandémie qui fait ravage et qui fait mal. Tout gouvernement a le devoir de protéger sa population. Et donc, dans cet élan de protection de la population, le Bénin, aujourd'hui, ne s'inscrit pas encore dans une logique d'obliger les Béninois à aller vers la vaccination. Le souhait du gouvernement, c'est de protéger la population contre cette pandémie. Et vu l'évolution et le contexte épidémiologique dans lequel nous évoluons, le gouvernement a pris des mesures, comme vous venez de le rappeler,
que pour participer maintenant à des événements qui rassemblent un grand nombre de personnes... C'est encore une éventualité, c'est pas, oui, pas décidé. Mais c'est discuté en Conseil des ministres, puisque le porte-parole du gouvernement a entretenu quand même la presse et on a informé l'opinion publique par rapport à ça. Donc, que pour participer à des événements qui rassemblent grand nombre, il faille avoir fait sa vaccination. Mais le Béninois est quand même libre d'aller à ces événements qui rassemblent grand nombre. Donc, ce n'est pas du tout pour obliger qui que ce soit, mais c'est pour protéger la population contre cette vilaine pandémie qui aujourd'hui fait ravage dans le monde. Non, moi, je suis un peu embêté. Parce qu'on n'a pas obligé d'abord les Béninois. L'État n'a pas contraint les Béninois à respecter les gestes barrières. Pourquoi vouloir rendre la vaccination obligatoire? Je dis, tout le monde a baissé les bras. Tout le monde a baissé les bras. Quand vous allez dans les quartiers, on s'en fout de vos cache-nez, on s'en fout de tout ce que vous dites. Parce qu'à un moment donné, on avait dit le respect strict des gestes barrières. Tout le monde a baissé les bras, y compris le gouvernement. Et vous savez qu'on nous faisait quotidiennement le point des contaminations. À un moment donné, on a arrêté. Donc, du coup... Mais non, le point se poursuit sur les plateformes. Non, je dis, ça se faisait quotidiennement. Oui. Et chaque jour, vous aviez ça. À un moment donné, on a arrêté. Et du coup, quand vous allez dans les quartiers, moi, j'en ai vu encore ce matin, 3-4 sur taxi moto, sans cache-nez. Et ça passe devant le policier qui ne dit rien. On devrait d'abord commencer par là, contraindre les gens au respect des gestes barrières. Quand vous allez dans je me rappelle même pour les travaux du bac, il y a des enfants qui on a donné des cache-nez qui difficilement ne voulaient pas les mettre. Je dis, il faut d'abord suffisamment sensibiliser les gens. Certains, bon, à cause de leurs croyances religieuses, moi, une dame m'a dit un jour, mais si vous devriez faire la vaccination à vos élèves dans votre école, ne vaccinez pas mes enfants. Conviction religieuse oblige. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire d'abord. Il faut descendre dans la masse. Les vaccins sont disponibles, les points de vaccination sont disponibles, mais on ne sent pas un certain engouement parce que pour certains continuent de banaliser le mal. Pour certains, c'est de la pure politique, ce mal n'existe pas. Donc tant qu'on ne va pas montrer, on ne va pas descendre dans les... Moi je dis, hein, j'ai toujours dit sur votre plateau, on ne peut pas faire de la sensibilisation si on n'associe pas les CA, si on n'associe pas les SIC. Il faut associer tout le monde parce que c'est eux qui vivent dans les quartiers. Moi, je n'ai pas entendu quelqu'un encore bonbonner dans mon quartier pour nous parler de vaccination. Il faut d'abord en parler dans les quartiers. Parce que il y a combien d'intellectuels, il y a combien de lettrés? La grande masse de la population béninoise, c'est des analphabètes qui n'y comprennent rien. D'abord, pour aller faire même le test, c'était compliqué pour les gens quand on dit aller faire le test pour savoir si vous souffrez de la Covid. Les gens s'en foutaient pas mal. On me dit, si je prends tel produit, telle tisane, mais je suis guéri. Donc, il faut d'abord nettoyer les mentalités pour faire comprendre aux gens que pour la survie de tout le monde, parce que quand un seul est malade et qu'on ne prend pas les précautions pour l'isoler, cette personne-là peut contaminer la famille. Donc, il faut montrer à la population l'importance de lutter contre cette maladie. Donc, d'où l'importance d'aller vers la vaccination. Si on ne fait pas ce travail-là, vous allez voir, ils vont même mettre des postes de vaccination devant des maisons, les gens vont pas s'intéresser, ils vont sortir, ils vont vaquer à leurs activités, ils vont revenir, ils vont s'en foutre, quoi. Donc, il faut faire un travail. Parce que c'est au niveau de la tête, hein, quand vous allez dans certaines églises, on vous dit, ah non, c'est pas autorisé qu'on vaccine les gens, vous allez faire quoi? Vous serez obligé de fermer cette église. Mais il faut montrer aux gens que la santé d'un individu réside celle de tout le monde. Si dans une église, le pasteur est malade et qu'il ne fait pas la vaccination, il ne fait pas soigner, c'est qu'il va contaminer toute l'église. Face à l'urgence, est-ce qu'on a le temps de faire tout cela? Parce que, ah oui, c'est très important. On parle de cas très graves. Il n'y a plus, selon les informations qu'on a, ce n'est plus mis sur le compte de certains cas de morbidité, des personnes saines. Oui, on en fait les frais, on voit les pays qui nous entourent. Oui, moi j'ai vu récemment, cette semaine, je connais beaucoup de personnes qui ont été convoyées vers l'ADA. Ça c'est pour nous qui sommes allés à l'école. Ça c'est pour nous qui sommes instruits. Mais ceux qui ne sont pas instruits, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Parce que c'est là D'abord, on a dit les premiers cas, les premières cibles, les agents de santé. Est-ce que tous les agents de santé, quand la première dose est arrivée, on a parlé des
des couches ciblées, Oui. dont les agents de santé. Est-ce que tous les agents de santé sont déjà vaccinés? Il faut d'abord que les agents de santé se fassent vacciner maintenant pour amener la population à être vaccinée. Si la première couche, la première cible n'a pas pu se faire vacciner, ça sera difficile de demander aux autres de se faire vacciner. Est-ce que vous avez la même lecture? Parce qu'on parle de non, l'élite, est-ce que non. même l'élite donne le bon exemple? Oui, c'est d'ailleurs comme c'est sur ce pan de la préoccupation que je voudrais bondir pour dire à M. Sondé que, M. Soudé, excusez-moi, que il faut faire la part des choses lorsque nous avons une situation préoccupante en face. N'oubliez pas que le gouvernement béninois a même été félicité pour sa gestion de cette crise sanitaire. Et aujourd'hui, je suis heureux de remarquer par exemple que la France s'inscrit dans la logique où on avait fait du cordon sanitaire et que ce n'est pas un confinement automatique de tout le monde comme tout le monde était paniqué au début de cette crise, mais que c'est maintenant par région, les endroits où il y a beaucoup plus de risques de contamination, il y a beaucoup plus de risques de contagion par rapport à cette épidémie que aujourd'hui on est en train de serrer les mesures et de rendre obligatoire les ports de masques dans les lieux publics et tout ça. Parce que j'ai cru comprendre de votre intervention que le gouvernement ne fait pas assez. Alors que la sensibilisation, et vous le savez, peut-être que vous avez oublié, a été abondamment faite dans ce pays. Où, au cours de 2020 même, il y a eu un budget qui a été affecté au niveau des communes pour sensibiliser les populations, pour vulgariser les mesures barrières et pour respecter ces mesures-là. Aujourd'hui, comme on le dit, la vaccination n'est pas encore obligatoire chez nous. Ce n'est pas obligatoire chez nous. Donc, le gouvernement fait ce qu'il doit faire. Maintenant, je reviens à la question du journaliste qui parle de l'élite. Ça veut dire les cibles, ceux qui sont normalement les premières personnes, les groupes socio-professionnels qui sont beaucoup plus exposés, à qui on doit normalement administrer la première dose, la deuxième dose. Et souvenez-vous, depuis le 1er avril, la première dose de vaccination contre le Covid-19 a été déjà administrée ici au Bénin. Et nous sommes déjà au niveau de la deuxième dose. Mais il ne faut pas qu'on se mente. La population est réticente. Et ce n'est pas spécial au Bénin. Ce n'est pas seulement au Bénin que la population est... puisqu'il y avait eu de polémiques au niveau des vaccins, AstraZeneca et tout. Vous avez eu toutes ces polémiques qu'il y a eu sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, le déficit peut-être de sensibilisation ne relèverait pas du gouvernement béninois, mais ça relèverait beaucoup plus de ces firmes qui fabriquent ces vaccins, ces polémiques qui étaient sorties. Comment rassurer à ce haut niveau-là, déjà, avant que ça ne puisse faciliter les choses au niveau de notre pays. Ceci étant, c'est à la responsabilisation de chacun, la responsabilité de chaque citoyen, de comprendre que c'est pour son bien. Lorsque les gens, il y a quelques semaines, la police républicaine a dit, bon, au niveau du contrôle que nous allons faire, nous allons sanctionner tous ceux qui ne vont pas respecter les gestes barrières. En une seule journée, vous vous rappelez tout ce qui s'est passé? La police a dû suspendre ce contrôle. Donc, c'est le Béninois même, c'est nous-mêmes qui compliquons la situation pour nos gouvernants. Lorsque les gens savent ce qui se passe, et on voit à la télé, c'est vrai que chez nous, pas plus tard que le jeudi dernier, j'ai eu quand même des gens d'un certain niveau qui voyagent beaucoup, des artistes que j'ai eu l'occasion de rencontrer malheureusement dans un cadre de funérailles, qui se permettaient quand même le luxe de me saluer, de me tendre la main. Alors, je me suis retenu. Je lui ai dit, ben, écoute, toi, tu as oublié que Covid existe. Ils étaient une dizaine d'artistes de renom, qui voyagent beaucoup, qui m'ont répété en chœur, non, ce mal n'existe pas au Bénin. Alors que moi, je croyais,
qu'on a déjà vaincu, c'est-à-dire on a dépassé cette étape. Puisque au départ de cette crise, beaucoup de Béninois disaient que ça n'existait pas. Que c'est le paludisme, que c'est pour les Blancs là-bas. Et mieux, nous avons vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux ou dans un pays. Je ne vais pas citer le nom puisque c'est sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est une information vraie. Où il y avait des agents de santé qui étaient vêtus dans l'habillement conforme à ça et qui devaient procéder à une inhumation. Et la population s'est interposée, a demandé à voir clair et qu'en ouvrant le cercueil était vide. Donc, c'est des informations qui alimentent le fait que la population continue de douter. Malgré qu'on voit, qu'on suit dans les pays, malgré que même chez nous, nous avons eu des gens qui sont morts malheureusement de ce Covid-là. Donc, le gouvernement, pour moi, a fait beaucoup et a même été félicité et continue de faire dans la gestion sereine de cette crise qui malheureusement fait ravage sur son chemin. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité dans le griffe des sachants qui doivent éclairer le reste parce que, comme vous le disiez, très peu des personnes qui sont censées savoir font peut-être mauvaise presse à la vaccination. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous parlez d'agents de santé, quand vous parlez même des agents de santé, je vous rappellerai que même en France, aux États-Unis, il y a une bonne frange des agents de santé, des forces de police qui s'interposent, mais il n'en demeure pas moins qu'on est autour de 60 et bientôt 70% de vaccination. Moi, je crois que il ne m'a pas contredit dans ce que je dis. Moi, je ne veux pas rappeler le passé parce que je dis il y a des failles dans le système. Moi, j'ai souffert de la Covid. Si je n'avais pas été intelligent, je serais déjà mort. Parce que je ne peux pas comprendre. Je vous l'ai dit, je vais le répéter. Je ne peux pas comprendre que je fais test dans un centre X. Je vais faire le centre, on me trouve négatif et positif. Je vais faire le test dans le centre X au ministère de la Santé. On me trouve négatif. Je reviens, on trouve positif. Je repars. Je ne parle pas en l'air. Je ne parle pas en l'air. Donc il n'y a que, à un moment donné, c'est normal que les gens un peu plus douter. Je vais à Le Bénin, on me trouve positif. Je vais au ministère de la Santé, on me trouve négatif. Je reviens à Le Bénin, on me trouve positif. C'est normal que les gens puissent dire que la maladie n'existe pas. Quand ça se passe comme ça, et qu'on vous tourne en rond, vous faites le test, ici, je ne parle pas en l'air. J'ai les preuves. Moi, j'en suis un. Et j'habite un quartier populaire. Je traverse au moins 3 à 4 arrondissements avant de venir travailler. Et je vois. Je n'ai jamais entendu qu'on a obligé les gens à le faire. Il y a des buvettes. Allez dans les buvettes. Moi, je suis un journaliste. Je ne suis pas journaliste de maison. Je me promène. Donc, je ne dis pas des choses qui n'existent pas. Je dis, les gens passent devant des policiers. Dans les feux tricolores, vous allez les voir s'arrêter à 3 sur moto. On ne dit pas aux policiers de les mater. Mais on confisque la moto et on oblige les gens à se mettre à jour. Parce que le béninois, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des intellectuels qui sont allés à l'école, mais qui disent à leurs enfants que ce mal n'existe pas. Si celui qui est allé à l'école va dire aux gens de son village que Covid n'existe pas, que vous voulez que celui qui n'est pas à l'école, quelle attitude va avoir? C'est-à-dire que ceux qui sont venus de la grande ville, de la métropole, nous ont dit que la maladie n'existe pas. C'est comme ça que ça se passe. Donc je dis, il y a un travail à faire au niveau des élites. Il y a un travail à faire au niveau des élites parce que malheureusement nos populations sont ainsi faites. Quand vous allez au village, si vous êtes habitué à aller au village, est-ce que vous allez leur dire? Ils vont dire, c'est le frère qui est venu de la ville qui a dit ça. Donc je dis, il y a pour moi, il faut reprendre les choses en main. Il faut sévir. Parce que si l'un tombe malade, c'est que nous sommes tous qui tombons malades. Cette affaire de serrer la main, là, pour certains, c'est fréquent. C'est devenu un réflexe. Donc il faut qu'on reprenne en main la sensibilisation. Moi, je suis d'accord qu'on lutte contre cette maladie-là. Je ne veux pas comparer le cas du Bénin. En France, les gens ont refusé de faire. C'est leur problème en France. Mais nous sommes au Bénin. Il faut sauver la population. Parce que les gens se lèvent, on sent la fièvre, on se dit que c'est un petit palu. On va prendre paracétamol, je ne sais quoi. On est couché dans le lit et on meurt tranquillement. Parce qu'on a été ignorant. C'est de l'ignorance. Et c'est pourquoi je dis il faut associer les chefs quartiers. C'est très important. Moi, je ne suis pas contre la vaccination. Mais avant d'aller à la vaccination, il faut d'abord amener les gens à... C'est pas parce que vous avez fait de la vaccination que vous allez refuser de respecter les gestes barrières. Il y a des gens qui ont fait la vaccination, qui continuent de tendre la main, qui continuent de ne pas mettre les cache-nez. Donc pour eux, bon, c'est peut-être qu'ils ont trouvé l'opportunité d'aller se faire vacciner, ils l'ont fait. Mais depuis là, ils ne respectent plus rien. Moi, c'est là mon inquiétude. Amener les gens, même si on est vacciné, amener les gens à respecter les gestes barrières. Et après, quand les gens vont respecter les gestes barrières, ça va rentrer bientôt la rentrée scolaire.
Voilà, c'est un créneau qu'on peut profiter pour amener les élèves à se vacciner. C'est-à-dire que débarquer dans les écoles, amener les gens à se vacciner. Parce que discuter avec les religieux, moi, ça là, c'est important pour moi. Discuter avec les religieux, il y a des religieux qui endoctrinent leurs fidèles pour leur demander de ne pas aller se faire vacciner. Vous savez qu'il y a dans ce contenu des églises où quand les gens tombent malades, ils ne vont pas aux soins. Il y en a plein, il y en a plein. Nous sommes dans un état où on dit aux gens à l'église, quand vous êtes malade, n'allez pas aux soins, on n'y va pas. Là, ce sont des postes de résistance. Le pasteur priera pour vous. Ah oui, le pasteur priera pour vous, vous allez guérir. Mais ce sont des postes de résistance auxquels il faut s'attaquer. Moi, je suis d'accord qu'on se vaccine. Mais avant d'aller au vaccin, il faut d'abord détruire les mauvaises mentalités. Parce que c'est les Akawé, hein. Le mal de ce pays, c'est les Akawé. Quand les Akawé se met à dire, oh, cette maladie n'existe pas, c'est des chiffres qu'on gonfle pour avoir des financements, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que les analphabètes prennent pour référence les Akawé, c'est-à-dire que ceux qui sont allés à l'école. Et c'est ce qu'ils disent là, qui passe. Quand le Akawé a dit, plus personne ne doute. Donc c'est ça, il faut combattre ces Akawé là. Il faut les combattre, il faut amener les Akawé. Chacun de nous, on a un village. On va souvent au village pour les manifestations. Nous devons commencer par sensibiliser nos parents pour dire, cette maladie là, si quelqu'un attrape là, il peut contaminer l'autre facilement. Et si l'autre attrape, ainsi de suite. Si on ne fait pas ce travail-là, moi je suis allé dans un village que je ne vais pas appeler le nom. Je suis allé, quand j'ai circulé avec mon ami, on était dans la voiture. Tous ceux qui nous dépassaient là, personne n'a mis de cache-nez. Nous sommes allés jusqu'où on devait aller. Cache-nez, c'est comme si on venait on était des extraterrestres quoi. Et lui, il s'est fâché. On n'a même pas attendu pour ce pourquoi on est allé. On est revenu parce que dans tout un village, ça ne dit rien à personne. C'est grave. Voilà. Oui, juste un dernier mot. Oui, monsieur Soudé, je suis heureux d'entendre que vous avez dit que je ne vous ai pas contredit. D'accord? Il y a juste un seul point sur lequel on n'est pas en train de dire la même chose. Le seul point, c'est ceci. Il y a forcément des choses, surtout au niveau de la communication, de la sensibilisation, à renforcer. Mais il faut apprécier d'abord ce qui est en train d'être fait. Ce qui est si bien fait. Parce que vous avez dit que vous ne voulez pas retourner en arrière. Ok, je suis d'accord avec vous, qu'on avance. Mais le gouvernement travaille dans ce sens. Et lorsque on observe, puisque les gouvernants aussi sont parmi la population, comme vous circulez, c'est comme ça aussi. Ceux qui ont la charge de la gouvernance de ce pays sont proches de la population. Et donc, lorsque on a constaté que les gens ont baissé les bras dans l'observation de ces gestes barrières, c'est là que la mesure de la police républicaine pour réprimander tous ceux qui n'auront pas respecté est sortie. Mais on l'a seulement exécuté en une seule journée. Ça fait seulement quelques semaines, peut-être un mois au maximum. En une seule journée, le nombre de véhicules, le nombre de motos arrêtés pour ça, c'est inquiétant. Et on a dit, ok, on suspend. Mais c'est une manière d'attirer encore l'attention de la population pour observer ces règles barrières. C'est maintenant qu'ils se sont davantage embourbés dans les mauvais comportements. Moi, je dis, moi, je n'ai pas... Mais ça, c'est de la responsabilité. Ça, c'est de la responsabilité des citoyens. J'ai dit, moi, j'encourage. Sur tous les plateaux, je dis, j'encourage qu'à ce niveau-là, qu'on sanctionne durement. Parce qu'on est têtu. Je suis tout à fait d'accord avec M. Soudé. Le seul point sur lequel on ne s'entend pas, c'est de ne pas d'abord reconnaître ce que le gouvernement fait. C'est de dire... Le gouvernement fait son travail. Merci. Et je dis, on ne peut pas faire ce travail-là et ne pas associer les responsables. Mais je viens de vous dire que c'est déjà fait. Même en 2020, il y a eu de budget, il y a eu un collectif budgétaire où on a affecté des ressources au niveau des collectivités locales pour continuer la sensibilisation. On va clore ce sujet, peut-être. Le travail a été fait. Peut-être. En tout cas, dans les communes que moi j'ai visitées, on aura compris. Voilà, on aura compris que c'est un travail quotidien, de longue haleine. Continue. Merci. Si on ne veut pas se voir imposer la vaccination, encore que la vaccination, comme vous l'avez dit, c'est important de le dire. La vaccination ne vous prémunit pas de développer le coronavirus, mais vous protège contre les formes
grave de coronavirus. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, la vaccination nous donne une certaine immunité collective, mais n'est pas forcément un passe-droit pour voilà, se comporter, oublier les gestes barrières. Voilà. On va sortir parce qu'on est un peu contraint par le temps. On va sortir de ce débat juste en commentant cette nouvelle de l'UDBN. Il y a un mois environ, on va dire, l'UDBN a initié une séquence voilà, inédite dans notre jeune histoire politique, une présidente en fonction qui passe la main sans, en tout cas de ce qu'on a pu voir, sans injonction directe, sans apparemment elle n'a pas eu la main forcée pour le faire, c'était son parti. Et là, tout d'un coup, on apprend que la présidente de Chacus a été débarquée. Maintenant, il y a un comité de 5 personnalités du parti qui vont gérer, comme on le dit, qui vont gérer les affaires courantes en attendant, voilà, en attendant peut-être de procéder à l'élection ou à la nomination d'un nouveau président. Comment vous voyez ça? Est-ce que le modèle qu'on vantait il y a quelques semaines, là, patatrac? Vous savez, non, moi j'ai encouragé le modèle. Ce qui m'étonne, on a dit pour manquement grave au test du parti. Oui. La première lecture que je fais, c'est que la dame qui a été élue présidente ne maîtrise pas les tests. Ah, elle venait du bureau politique. Oui, ça veut dire qu'elle ne maîtrise pas les tests. Elle ne maîtrise pas les tests parce que si on dit manquement grave au test régissant le fonctionnement du parti, c'est que ça pose un problème. Mais quand je réfléchis, il y a quelque part une intrigue qui a été faite là. Parce qu'avant de choisir quelqu'un, c'est qu'on s'est entendu. On s'est entendu. Et il y a eu peut-être mécontentement quelque part où on a voulu régler les comptes. Parce que c'est trop tôt déjà. À peine un mois, on dit elle a manqué au respect des textes. Est-ce qu'on ne pourrait pas régler ça autrement que de la débarquer? Là, je dis, nous sommes sur le terrain des intrigues politiques. Et ça, c'est les mauvais comportements que la réforme du système partisan a voulu combattre. Mais ces mauvais comportements-là reviennent. À peine vous mettez quelqu'un là, appelle la personne 20 mois, on dit mauvaise application des textes, il faut débarquer, il faut mettre un comité. Ça veut dire que on n'accompagne pas Mme Prudencio dans la réforme qu'elle a voulu introduire en passant la main. Ça veut dire que quelque part, on a fait un mauvais casting. Donc il faut reprendre. C'est dangereux comme ça. C'est dangereux, ça n'encourage pas les autres responsables des autres partis qui disent, bon, maintenant j'ai fait mon temps, il faut que je passe la main. Je dis non, il y a là, nous sommes carrément dans les intrigues politiques. Ils refusent de croire que c'est un mauvais manquement. Parce que ça fait déjà un mois. Et quand vous voulez porter quelqu'un à la tête de votre parti, c'est que celui-là maîtrise non seulement les tests, mais maîtrise l'idéologie du parti qu'il veut diriger. Maintenant, si c'est ça qu'on avance comme argument, moi j'ai dit c'est du bluff. C'est du bluff. Oui. C'est du bluff. C'est du bluff. Nous avons été séduits par la déclaration de l'ex-présidente de l'UDBN lorsqu'elle dit je ne vais pas rester présidente. Elle est présidente d'honneur. Oui. Donc j'ai dit l'ex-présidente. Oui. Donc lorsqu'elle déclare qu'elle ne va pas être présidente à vie, il faut passer la main. C'était beau, c'était vraiment beau. Bon, elle l'a fait, encore aujourd'hui c'est factuel. En tout cas, on n'a pas fini de dire félicitations à la présidente de Chacus oui. Quand on nous annonce encore que bon, elle est débarquée. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Soudé sur son analyse en disant que réellement, ça doit être une affaire d'intrigue politique. Parce que, bon, la politique est faite d'intrigue. Quel est le manquement, quel est le manquement de texte qui peut se matérialiser en moins de 30 jours et qui conduit directement à la décharger? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce que je leur souhaite, c'est que la sérénité regagne la maison et que, bon, vivement qu'ils trouvent un président qui, dès sa prise de fonction, maîtrise tout en même temps, sans faute. Non, parfois ça arrive quand celle ou celui qui est là refuse d'être manipulé. Si la personne n'est pas manipulable, il y a des intrigues politiques, on connaît ça. Hein? Parce que quand vous mettez quelqu'un là, il y a toujours des gens qui pensent qu'ils sont les plus intelligents du parti, que c'est ce qu'eux ils décident là qui doit passer. Mais si l'autre refuse, on rentre dans le terrain des intrigues. Donc, je suis convaincu que ça... Donc pour vous, ce qui vient de se passer... C'est trop simple de dire que en 30 jours, elle a violé les tests du parti pour qu'on la décharge. On est sur le terrain des intrigues politiques. Ça veut dire qu'au moment où on choisissait Mme de Chacus, il y a des personnalités qui n'étaient pas d'accord. Maintenant, qui ont mis en branle les
permettez-moi de dire ceci. Vous me parlez d'intrigue politique. Bon, cela, c'est pas. Vous n'inventez pas, vous ne réinventez pas la roue. La politique, la politique, ce sont des intrigues. Donc, initialement, la politique n'a jamais été des intrigues. C'est le côté mauvais de la politique qui est intrigue. Là, vous faites preuve d'une naïveté qui me surprend. Non, la politique, pas du tout. La politique, c'est pas intrigue, c'est pas synonyme d'intrigue. Vous savez, lorsqu'un grand homme répète, par exemple, un mensonge, ce mensonge devient vérité. Lorsqu'il y a des gens dans un groupe qui pensent que c'est leur déshydratat, c'est-à-dire leur volonté qui doit passer, et que en mettant un responsable devant, pour eux, ce responsable devait faire leur volonté. Et qu'il arriverait que ce responsable dit non, ben, on m'a mis à la charge de quelque chose, je dois gérer le parti de la façon la plus objective possible. Vous êtes en train de pointer du doigt... Non, mais ça me paraît quand même évident. Non, ça me paraît évident. Vous parlez de... Madame Prudencio a fait un choix. Oui. A passé la main. Oui. Certainement que dans le parti, certains n'ont pas apprécié ce choix. C'est ce que je disais tantôt. Parce que la politique, si vous dites aux jeunes que la politique c'est synonyme d'intrigue, c'est dangereux. La politique n'a jamais été synonyme d'intrigue. L'intrigue, c'est le mauvais côté de la politique. C'est de la politique aérienne. L'intrigue est une part de... L'intrigue a toujours fait partie de la politique. Mais là, vous voyez, en 30 jours, quel péché a-t-elle déjà commis pour... Vous savez ce qu'on appelle débarquer quelqu'un de la tête d'un parti. Attention. Là, je dis qu'il y a une application des tests. Il y a des gens dans le parti qui n'avaient pas apprécié la désignation de Madame de Chacus. Ils ont voulu régler les comptes. On est au Bénin, on sait comment ça fonctionne. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Bloc républicain à Djabere, ce qu'on a fait de la pauvre dame. Vous avez ce que ça a donné, non? C'est toujours les intrigues. Et finalement, celui qui a été à la base, il est sorti du parti. Donc, finissez là-dessus. On va faire un raccord avec ce qui se passe au Bloc républicain. C'est encore plus proéminent. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Chaque semaine. On dit mauvais management des ressources humaines. Oui, bon, ça, c'est Moël Bénin. On reproche la même chose au niveau du BR. De BR à Bio-Tchané. C'est ce qu'on reproche à Bio-Tchané. Il faut dire que Bio-Tchané, c'est un technocrate. Moi, je l'ai comme technocrate. Oui. Et voilà les gens qui font la politique pure. C'est-à-dire que politique là, participer au développement de la nation, se baser sur les compétences pour aider le chef de l'État à diriger, pas se baser sur les copains, les amis pour diriger. Et je dis, ceux qui sont en train de... C'est leur droit de quitter le Bloc républicain. Mais ils vont atterrir où? Là, ils vont atterrir là, ils seront persona non grata. Parce qu'on va dire, ces gens-là, mon nom, ils sont comme ça. D'ici à là, ils nous feront encore le mauvais coup. Maintenant, tout ce qui se passe là, quand je vois ce qui se passe dans le Bloc républicain, dans Moël, je soupçonne que quelque part on veut créer une autre partie. Et on est en train de débaucher silencieusement des gens de ces partis-là pour porter sur les fonds baptismaux. Non, ça fait beaucoup de bruit en tout cas. Les raisons, on a dit dans la 23e circonscription, 21 personnes ont encore démissionné du Bloc républicain. Moi j'appelle ça, les raisons qu'on donne, c'est pratiquement la même chose. On ira là où on va être mieux pris en compte. On parle de mauvaise gestion des ressources humaines. Donc je soupçonne qu'on est en train de débaucher les gens un peu partout pour créer un autre parti. D'accord, mais merci. Bon, je ne saurais passer cela sous silence. Non, mais c'est pas possible que je sois présent. Vous avez fait, oui, vous avez fait le parcours. Peut-être que vous aviez un peu raison. Peut-être raison un peu trop tôt. Monsieur Soudé allait un peu trop fort. D'accord? Parce que... C'est pour dire qu'il avait fait le chemin du BR à l'UP. Non. Bon, c'était bien avant. C'était bien avant l'élection présidentielle. Non, j'ai dit que M. Soudé allait un peu trop fort parce qu'il dit par exemple que les démissionnaires, où est-ce qu'ils vont aller? Ils seront persona non grata. Je vous signale que moi, j'étais BR. J'ai démissionné de BR en novembre 2020. Donc, je ne suis pas dans la vague de démission pour démission. D'accord? Merci. Et que j'ai atterri au niveau du parti UP, et je peux vous faire une confidence. Hier, au cours d'un café politique, d'un forum de ma circonscription électorale, la 20e circonscription électorale, ben, le maire de ma commune m'a fait l'honneur de se faire représenter par moi à ce café politique. Donc, ce n'est pas que tous les démissionnaires sont persona non grata là où ils vont aller. D'accord? Mais ceci étant, aujourd'hui, ce que nous observons, moi, je trouve ça un peu malsain. Un peu malsain en ce sens que, lorsque tu as des raisons objectives de quitter un groupe pour rejoindre un autre groupe,
tu n'as pas à faire de la communication Merci. pour discréditer la maison que tu as quittée. C'est pourquoi je dis que Et c'est moi- un personnage non grata là-bas. Et moi, je savais que ça allait arriver lorsque j'ai commencé par voir les sanctions, les personnes qui sont suspendues et ceux qui ont commencé par démissionner. Et j'ai prévenu. J'ai dit, ceux-là, pour avoir milité avec eux, pour savoir leur manière de faire, calmez-vous. Dans quelques jours, vous allez avoir beaucoup de communication. Et honnêtement, je désapprouve. Parce que vouloir voir aujourd'hui dans le secrétaire général national, Ablaye Biochane du bloc républicain, un mauvais manager, c'est lui qui crée les problèmes, moi je trouve qu'ils ont tort. Car ce n'est pas le secrétaire général Ablaye Biochane, Isnelo, je ne sais pas comment vous dites ça, qui gère seul le parti. Étant secrétaire général, il y a un organigramme, il y a une structuration, il y a des instances. La belle preuve, Que les démissionnaires maîtrisent. maîtrise. La belle preuve, moi, Sodino Augustin, la commission mise sur pied par le président Patrice Talon pour la désignation des candidats lors des élections communales dernières, cette commission coordonnée, le numéro 1 de cette commission au niveau de la commune d'Avrancourt, c'est le beau-frère du président de la République. Cette commission, c'est pour dire la qualité de cette commission, m'a choisi, et j'ai l'accusé de réception, comme candidat, Monsieur Augustin, tête de liste, oui. pour les élections communales dernières. J'arrive. Oui, Parce que beau-frère du c'est président de la profond. République, c'est pas une qualité. Ah non, c'est pour voir, c'est pour voir les personnalités qui composent cette commission. D'accord. D'accord? M'a choisi comme tête de liste pour les élections communales dernières. Mais j'ai encore l'accusé de réception de la liste déposée. Mais c'est au niveau des instances du parti que il a été décidé le retrait pur et simple de mon nom de la liste. Oui, Au moment où, ça veut dire que le parti a fait prévaloir. naturellement, ça veut dire- ces instances ont fonctionné normalement. Normalement, oui. Donc qu'aujourd'hui, qu'on veuille jeter l'opprobre sur le secrétaire général seul, Oui. non. Donc, pas c'est au niveau de toutes les instances. Ce n'est pas une seule personne C'est qui a pas- décidé. Attendez, personne. Donc pas protestation, donc c'est pas protestation que vous êtes allé à l'UP. Parce que vous n'avez pas été mis en tête de liste. Ben, ce n'est Bon, pas ça. C'est ce qu'on peut conclure. Non, c'est pas l'argument que vous avez Non, sorti. c'est pas subjectif. Je Oui. viens de dire que c'est. Oui, non, c'est que- du concret, que la c'est du structure- concret. Non, je viens de dire que les structures Oui. ont fonctionné normalement. Normalement, oui. Mais lorsque vous allez au fond, Oui. vous allez vous rendre compte que, mais normalement, lorsqu'on vous sort de la liste, Oui. c'est qu'on met un militant comme vous sur la liste. Oui. Bon, alors, et lorsque vous vous rendez compte qu'on vous sort sur la liste, et on met quelqu'un qui n'est pas militant du bloc républicain, je défie qui va me dire le contraire. Oui. Mais... On met quelqu'un qui n'est pas du bloc républicain, Oui. on met quelqu'un qui est presque un vagabond, parce que j'ai des preuves, Oui. et on le met à votre place, qui n'est même pas du parti. Vous avez travaillé des mois à préparer l'élection, Oui. et à un mois des élections, on amène quelqu'un, et la personne même le dit haut et fort. Oui. Je ne suis pas dans votre parti, c'est telle madame qui m'a appelé, tel responsable du parti qui m'a appelé pour dire, je vais te mettre sur la liste. Et on met quelqu'un d'autre comme ça, et on te sort, toi militant qui a préparé le terrain. Ça c'est un. Oui. Deux, vous avez des gens qui sont au sommet du parti. Oui. D'accord? Et qui tout le temps se font la guerre de leadership Oui. et mettent le parti en mal. Chaque personnalité du parti veut avoir ses militants. Vous comprenez un peu ce que je dis? De telle enseigne que lorsque tu ne fais pas allégeance à X ou Y, Y te combat, X te porte, et celui qui est le plus fort l'emporte. Donc le militantisme n'est plus valorisé. Le travail fourni n'est plus et mieux. Et la troisième raison que je vais vous évoquer, la troisième raison c'est ceci. Oui. Moi je viens d'Avrancourt. Oui. Dans le bureau politique de mon ancien parti, Oui. il n'y a aucun fils d'Avrancourt. Et en politique, lorsque vous êtes absent, là où on décide à votre place, et la plupart, les 99% des cas, c'est toujours à votre défaveur. Nous n'avions personne dans le bureau politique. Nous n'avions personne dans les organes qu'ils ont eu même à faire plus tard. Ça veut dire, quand je vois le bureau politique, quand je vois l'organe de la jeunesse, quand je vois l'organe des femmes, nous sommes complètement absents. Nous nous battons en bas là. Mais nous sommes obligés de faire quoi? D'aller nous remettre à des gens qui veulent faire de nous des marionnettes. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'issue possible
pour qu'un jeune, en tout cas de moi, ma commune, puisse rester militer dans ce parti-là et avoir son avenir politique. C'est impossible. D'accord, mais deux choses, avant de vous donner la parole, vous finissez, deux choses. Je suis obligé de relever cela. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'issue pour les jeunes, à la date d'aujourd'hui, il y a bien des jeunes qui militent pour le bloc républicain, on est d'accord. Quand je chantais cette chanson-là en 2020, oui. Les gens avaient dit non, c'est pour son intérêt, c'est pour ceci. Oui. Mais lorsque les gens qui partent aujourd'hui ont répété encore cette chanson, j'ai dit peut-être qu'ils sont en train d'emprunter ces arguments. D'accord. Mais aujourd'hui, les raisons existent. Oui, aujourd'hui, il y a bien des jeunes qui militent au sein du BR, Bloc républicain à Vrancourt, rassurez-moi. Mais bien sûr. Évidemment. Oui. Évidemment. Oui. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de donner de l'eau au moulin à ceux qui disent, parce que, on comprend ce que vous dites, parce que vous n'avez pas été positionné, vous êtes sorti du parti, parce que peut-être vous auriez des garanties ailleurs pour le positionnement. Est-ce que ce n'est pas, au vu de ce que vous venez de dire, est-ce que ce n'est pas factuellement cela? Non, pas du tout. Oui. Parce que ce n'est pas la seule raison. Et il faut voir d'abord le parcours de celui qui prend la décision. Quand moi j'avais commencé la politique, je l'ai commencé avec le président Ablaye Biotchane. J'étais son coordonnateur. D'accord? Et j'ai jamais changé de parti, moi. L'Alliance ABT est allée dans la constitution du bloc républicain. Nous étions des membres fondateurs. D'accord? Moi, je parle de moi en disant nous. D'accord? Nous étions des membres fondateurs. Mais lorsque finalement, le président Ablaye Biotchane, n'étant plus seul maître à bord, il est le numéro 1. Il répond au nom du parti, d'accord? Mais il y a plein d'acteurs politiques, des députés, et tout ça autour de lui. Et bien évidemment, des gens qui nous combattaient hier, et qui aujourd'hui c'était l'esprit du regroupement. C'était l'esprit du regroupement. Donc, ce n'est pas du tout une raison subjective, c'est-à-dire liée simplement à ce que on n'a pas été positionné, mais c'est la vision, la composition déjà de l'équipe et la manière dont ceux qui sont de la circonscription électorale gèrent le parti au niveau de cette circonscription. Vous pouvez imaginer qu'il y a deux députés, qu'il y ait deux députés du même parti politique. Et qui, je suppose, vous deux, vous êtes du BR. Un député dit il est ami avec toi. Et un député dit qu'il est ami avec M. Soudé. Lorsqu'il y a un poste à pouvoir, le député qui dit qu'il est ami avec toi, là, il te dit c'est toi qui dois prendre. Et l'autre député dit à l'autre, c'est lui qui doit prendre. Ce parti, excusez-moi, tant qu'on n'aura pas fait des réformes, tant que les gens ne vont pas se prendre au sérieux, ce parti ne peut pas avancer. Ah, bon. Ça c'est clair. Vous voyez, je suis très heureux parce que le dimanche dernier, je me suis retrouvé sur ce même plateau avec M. Adoukourou quand je faisais ce développement. Il a balayé du esquivé. Je dis, ce qui se passe dans les partis politiques, c'est ça. Les gens continuent de parler de fief. On ne parle pas de fief d'un individu, mais on devrait parler du fief du parti. Et je l'ai démontré. Tant qu'on va continuer à parler de c'est mon fief, on s'en fout du parti. Et la façon dont les partis se sont constitués, c'est-à-dire que des gens qui se combattaient de par le passé se sont retrouvés, ce n'est pas demain la paix. Ce n'est pas demain la paix. Donc il va falloir que, au niveau de la réforme du système partisan, qu'on puisse revoir les tests et régler ça. Mais je dis une chose, ceux qui démissionnent, tambour battant, ailleurs seront persona non grata. Je peux quitter tranquillement un parti politique sans pouvoir communiquer tel que les gens communiquent. C'est pourquoi je dis arriver là-bas, ils seront persona non grata. Ces gens-là, ils ne sont pas crédibles. Ne les prenez pas. Donc je soupçonne la création d'un nouveau parti bientôt. Voilà. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. On a eu un petit décalage de temps par rapport au duel. On reviendra sur ce débat. Je rappelle que ce n'est pas le procès du bloc républicain qu'on est venu faire ce matin sur ce plateau. On a parlé de vaccination et d'émission.